pour commencer cette première table ronde, on en aura 3. La première est donc dédiée à... on va se poser la question, quels sont les usages actuels et futurs de la robotique? Et pour commencer cet après-midi, je vous demande d'accueillir Stéphanie Cardoso, qui va se présenter, qui est une designer, Olivier Ly, qui est champion du monde, mais il va nous expliquer pourquoi, et François Michaud, que vous connaissez déjà maintenant très bien, qui vient du Québec. Merci. Alors, il va falloir être très agile au niveau de la technique, parce que dès que chaque interlocuteur va lever la main, il faudra passer soit la petite vidéo, soit les slides. Donc à chaque fois, vous direz que vous voulez la vidéo ou que vous voulez les slides pour qu'elles soient diffusées. On va commencer par Stéphanie. Stéphanie, vous êtes maître de conférence. Vous allez nous décrire mieux que ça, que ce que je suis en train de faire. Je vais vous poser des questions qui sont... très concrète par rapport à l'usage, et avant de comprendre l'intérêt de la robotique, comprendre les problèmes des personnes âgées, leurs usages actuels, pour pouvoir peut-être un jour qu'elles utilisent des robots. Merci. Merci. Donc en effet, je suis enseignant-chercheur à Bordeaux-Montaigne, donc en design, et je m'intéresse donc aux robots sous l'angle du design. Alors le design, c'est pas que de la représentation et de l'esthétique, c'est aussi des scénarios d'usage. Donc dans les scénarios d'usage, on entend aussi le service qu'on va apporter à la personne, l'expérience, et puis finalement, au-delà, les fonctionnalités possibles. Et effectivement, la représentation du robot amène aussi à imaginer des scénarios d'usage. Donc finalement, c'est une interface dans laquelle on peut se projeter. Et du coup, ce serait bien d'avoir mes slides pour illustrer les choses. Voilà, merci. Super. Donc là, vous avez deux iconographies. Donc la première, une expérimentation avec le robot Aibo au Centre des sciences de Montréal, où j'ai fait en partie ma thèse. Du coup, là, on a une personne qui est en train d'interagir donc avec Aibo et qui voit pour la première fois un robot. Donc, au départ, elle comprenait pas pourquoi le robot ne venait pas vers elle. Elle pensait qu'il l'aimait pas. C'est un robot chien. Je me dis, mais tiens, pourquoi il vient pas vers moi? C'est un robot chien. Et puis quand Aibo lui donne la patte, tel que là vous le voyez, en fait, elle a pas compris qu'il fallait cliquer sur le. Vous vous souvenez sur Aibo, ou si vous ne l'avez pas connu, en fait, sur Aibo, il fallait cliquer sur le dessous de la patte, donc le petit coussinet, pour acquiescer que effectivement on est bien content qu'il nous donne la patte, et ensuite le laisser refaire ses figures. Donc là, c'est effectivement des questions d'interaction et de rapport de comportement, donc qui relèvent aussi du design et du scénario d'usage qu'on va envisager avec l'usager. Et donc sur la seconde illustration, vous avez finalement un travail qu'on a fait avec les étudiants du Master Design autour des personnes âgées, et on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait améliorer les conditions de vie des personnes âgées à domicile et dans les EHPAD. Et on s'est dit d'abord et avant tout, c'est aller voir comment ils vivent, comment ils fonctionnent, quel est leur rythme, comprendre en fait leurs besoins. Aujourd'hui, les personnes de la Silver Economy, il y a du 3e et 4e âge, donc à 60 ans aujourd'hui, de nombreux actifs à 60 ans, et donc en effet, on n'a pas forcément les mêmes besoins à 60 qu'à 80 ans. Donc du coup, les dispositifs qui vont venir en aide, en fait, doivent être variés et multiples, en fait. Peut-être prochaine slide, à moins que tu aies une question. Non, mais si vous pouvez passer les slides, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Donc j'avais commencé une étude en fait sémantique. Oh là, c'est très pixelisé. Une étude sémantique sur un certain nombre de robots, simplement pour tenter de comprendre en fait à quoi c'était associé. Donc prochaine slide, s'il vous plaît. On peut changer de diapositive. Merci. Merci. Voilà. Donc, au niveau de la perception des robots, finalement, à partir de cette première enquête, l'idée c'était de montrer simplement les images à un panel novice et de leur demander finalement à quoi ils s'attendaient en termes de fonctionnalité et de mise en perspective. Et en fait, on voit bien qu'il y a tout un imaginaire qui est associé à la robotique, et cet imaginaire-là, finalement, il est difficile de s'en détacher. Un robot, c'est difficile de comprendre finalement à quoi il peut nous servir, parce qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont cachées, ce qu'on appelle les affordances cachées. Et donc,
il y a aussi cet imaginaire, enfin, cet imaginaire qui vient des années 50, qui est l'objet qui est là pour nous aider à faire des tâches ménagères. Donc finalement, on peut avoir un robot tel que Actroid ou les Géminoïdes, donc les robots humanoïdes, et finalement, la plupart des personnes pensent qu'ils vont nous aider à faire des tâches ménagères. Donc le rapport entre le coût et finalement le coût d'un robot, le prix d'un robot, et puis ce qu'on peut envisager de faire avec, correspond pas tout à fait en fait entre la réalité et puis l'imaginaire dans lequel le grand public peut se projeter. Alors Stéphanie, avant de donner la parole à Olivier, j'ai une question. Vous êtes du coup dans les sciences humaines, oui. Le design. Bon, alors le design en France, on dit souvent que c'est pour faire joli. On a encore beaucoup de difficultés à comprendre que le design, c'est une combinaison entre la fonction et l'utilité de cette fonction dans un scénario de vie. Comment vous percevez et comment vous travaillez avec les sciences dures? Parce que la robotique, on est face à des ingénieurs, des geeks souvent, qui sont dans des laboratoires, qui ont du mal à sortir de leur... alors c'est l'image qu'on donne de certains ingénieurs, mais c'est un peu vrai quand même. Comment vous travaillez avec eux au quotidien pour justement penser des produits dans la robotique? Alors, je vais dire les choses telles qu'elles sont. C'est une réelle difficulté aussi, effectivement. Alors, non seulement de déposer des projets en robotique sous l'angle des sciences humaines et sociales, et encore plus sous l'angle du design, parce qu'effectivement, il y a toute cette connotation qui est de l'ordre de l'esthétique. Et du coup, aussi, en fait, finalement, c'est de créer un langage commun qu'on puisse converger, qu'on puisse faire converger un petit peu les... Mais les préoccupations sont existantes, communes, mais effectivement, ce langage commun, il est pas encore créé. Je pensais un petit peu à la manière du MIT, un Charming Lab, ce serait chouette, où on pourrait charmer les ingénieurs de notre côté et puis tenter de travailler avec eux. Donc effectivement, une difficulté. Alors pour résumer, Stéphanie nous a parlé des usages et de l'intérêt d'avoir la compétence en design dans une équipe de robotique, l'approche des sciences humaines. Je vais passer maintenant la parole à Olivier Ly, qui est donc le fondateur de Roban. Je vais vous laisser vous présenter. Mais je vais quand même insister sur un point parce que j'ai parcouru votre site internet. J'ai vu le mot démocratisation sur votre site internet de la robotique. Donc j'imagine que l'enjeu, c'est de sensibiliser tout le monde à la question de c'est quoi la robotique. Alors, merci de me donner la parole. Donc, je suis Olivier Ly, je suis enseignant-chercheur aussi à l'Université de Bordeaux. Plutôt en sciences et plus précisément au Labri, dans le laboratoire d'informatique. Je m'occupe d'une équipe de recherche, d'une dizaine de chercheurs, étudiants en thèse, et voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les robots. Alors, en particulier, les robots humanoïdes, et également l'autonomie. On fait des travaux sur l'autonomie. Alors on a la particularité de fabriquer des prototypes. On fabrique des prototypes de robots humanoïdes, mais pas que. On s'intéresse aussi à des applications, par exemple dans le domaine de l'agriculture de précision. On fait des petits robots humanoïdes, mais on fait aussi des gros bulldozers autonomes qui sont pilotés au centimètre pour désherber, par exemple. Voilà. Et des applications de transfert avec des collaborations industrielles. Ce qui m'amène... Alors, en fait, j'ai un transparent. Bon, voilà. Ah, voilà. Alors, pour faire la transition, et en fait, c'est de ça dont je vais parler aussi d'un autre concours, et je suis ici à ce titre. Dans mon équipe, on participe à un truc qui s'appelle la RoboCup. Alors en réalité, c'est la Coupe du Monde de robotique, la plus grosse compétition de robotique sur la planète, à peu près, qui a lieu tous les ans dans divers pays et diverses villes. Donc oui, quelques chiffres. Alors 3500 participants, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs à chaque fois, 40 nations, voilà. Avec diverses ligues dont je vais parler tout à l'heure en fait. Nous, donc, on s'intéresse à faire des robots humanoïdes autonomes, c'est-à-dire des robots qui ont la morphologie de l'humain, et en particulier aussi les jambes. Et la bipédie, pour nous, est un problème complètement central dans le développement de nos robots. Et par ailleurs, l'intelligence, disons, artificielle,
qui est le deuxième challenge, puisque le challenge auquel on participe, il est très simple, on fait jouer au foot des robots, on a une équipe de robots, on les met sur le bord, ils se débrouillent, et on les regarde faire, en se transformant en supporters de foot nous-mêmes. Ce challenge, il paraît complètement trivial, mais si on remonte, disons, 40 ans en arrière, quand on parlait d'intelligence artificielle, ce qu'on lisait dans les bouquins de SF, c'est on parlait de jeux très sérieux, on parlait des échecs, on parlait du Go éventuellement, peut-être pas à l'époque, mais et curieusement aujourd'hui, l'évolution est telle que on sait faire des joueurs d'échecs à très haut niveau, à niveau international, et même on sait le faire plutôt assez facilement. Un étudiant en informatique sait fabriquer un joueur d'échecs artificiel qui joue complètement, et même donc dans ces jeux où à information totale, le Go était un dernier rempart, il a été renversé très dernièrement par AlphaGo. Par contre, on ne sait pas faire un joueur de foot qui met une lucarne. Très étonnamment. C'est-à-dire que cette intelligence motrice, sportive, quand elle est poussée au bout, mais simplement animale, de l'adaptation motrice, on ne sait pas la reproduire. Alors, je ne vais pas vous parler de produits actuellement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est porter ça le plus loin possible, et en tout cas débroussailler ce terrain-là, comme beaucoup de roboticiens, bien sûr. Mais on a envie peut-être que les robots d'assistance, bien sûr, il y a l'interaction, ils apportent des services. On a peut-être envie que dans le futur, ils puissent soutenir une personne si elle trébuche, l'aider physiquement, en fait. Le caractère physique, en fait, du service est important, en particulier quand on parle de robot. Un robot, c'est un appareil sensorimoteur, et en particulier moteur. C'est-à-dire qu'il faut, non, enfin en tout cas, il y a un champ entier d'applications et d'usages à débroussailler dans l'appareil moteur du robot et dans l'aide qu'il peut apporter. Mais là, il y a des obstacles très difficiles à franchir et pour lesquels il faudra probablement dizaines d'années. Et à commencer par l'aide physique que peut apporter un robot dans le contact avec l'humain. Qu'on a du mal à expérimenter parce que pour avoir une réelle utilité physique, un robot, il doit déployer de la puissance. Et quand il déploie de la puissance, il en devient dangereux. Aujourd'hui, les robots qui déploient de la puissance dans les industries sont derrière des grillages parce que si on s'en approche trop, ils blessent les gens. Or là, dans des usages qui seraient utiles physiquement, on a besoin de ça, donc on a besoin de comprendre cette intelligence motrice, comprendre aussi l'intelligence motrice de l'utilisateur qui va interagir avec le robot en le touchant. Et tout ce travail-là, voilà, nous intéresse dans le développement de robots et dans la partie purement même robotique du robot et en premier lieu la marche qui nous intéresse. Bon, alors dans la RoboCup, si je me présente devant vous, c'est donc nous on a une équipe, on participe à ce challenge-là et il y a beaucoup de challenges. On reproduit un site de catastrophe dans un hangar et avec une voiture accidentée au milieu, les robots doivent aller sauver les gens. Il y a une ligue logistique sponsorisée par Amazon par exemple où on pousse au bout certains challenges de logistique et il y a une ligue qui s'appelle la robotique at home dans cette compétition qui consiste à reproduire un appartement et à challenger des équipes de chercheurs et d'étudiants pour remplir des tâches utiles à la fois d'interaction avec l'utilisateur, le suivre, discuter avec lui, etc. Et aussi des tâches utiles physiquement, transporter des affaires, faire la cuisine par exemple. Voilà, il y a ce genre de challenge. Et eh bien, j'aimerais en tout cas contribuer à monter une équipe dans ce domaine-là et je cherche des aides, quels qu'ils soient, pour former ce thème-là. Avec la perspective qui est peut-être dans quelques années d'organiser la robotique et pourquoi pas à Bordeaux, la RoboCup et pourquoi pas à Bordeaux. En fait. Alors merci pour cette présentation qui est très claire.
Et merci parce que vous montrez, vous avez illustré par de nombreux exemples de tout l'intérêt de la robotique et de son caractère transversal à bon nombre d'activités. Alors ce qui est très intéressant, c'est que François Michaud va se présenter, mais je crois François, tu réalises aussi des séances, en tout cas des concours, notamment tu peux nous parler de FIRST, qui visent justement à démocratiser la connaissance de la robotique. Merci Benjamin. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Dans le fond, moi, je suis un roboticien. Pour répondre à la première question, on devait, je pense, passer aux aveux. Fait que moi, je suis un roboticien de formation. Mon objectif de recherche ou de mes activités, c'est d'amener la robotique dans la vraie vie, dans les vraies conditions pour répondre à des vrais besoins. Un peu comme mon collègue, on regarde plusieurs applications. Dans mon cas, c'est l'autisme pour aider les enfants à développer leurs habiletés d'interaction sociale et même arriver à des diagnostics plus rapidement. Il y a l'agriculture, il y a les drones, il y a l'automobile, mais il y a aussi la gérontechnologie, puis c'est de ça que je vais parler un peu plus. Je m'intéresse aussi à la formation, parce qu'il y a un élément clé, puis ça a été mentionné indirectement. En robotique, l'intégration, c'est probablement le défi le plus complexe à résoudre. C'est bien beau d'avoir des capacités sensorielles, des capacités motrices ou de prise de décision. C'est seulement quand on met tous les éléments ensemble qu'on voit vraiment les difficultés que ça entraîne avec des personnes, justement. Fait que je m'intéresse à ça. Puis la formation, pourquoi c'est important? C'est que présentement, dans nos activités de formation, en génie, en tout cas au Québec et au Canada, on enseigne les disciplines, donc le génie informatique, le génie électrique, le génie mécanique, mais on n'enseigne pas l'intégration. Les étudiants, ils l'apprennent seulement qu'en réalisant des prototypes, puis pourtant, il y a beaucoup de choses à enseigner à ce niveau-là. Donc, on est en train de mettre en place à l'Université de Sherbrooke le premier programme au Canada de génie robotique qui va venir combiner ça. Mais on fait plus que ça, on va jusqu'à sensibiliser ou intéresser les jeunes aux sciences et technologies en utilisant la robotique avec une compétition qui s'appelle FIRST. FIRST qui vient des États-Unis, qui veut dire For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Le but étant que dans notre société, maintenant, on valorise beaucoup les sports et le divertissement. Nos jeunes aspirent à devenir des vedettes de grandes équipes ou de devenir des vedettes de la télé ou du cinéma. Pourtant, seulement qu'une très petite proportion va arriver à le faire. Tandis qu'en sciences et en génie, on ne voit pas nos héros dans les entreprises qui développent nos autos, nos jeux, nos consoles de jeux, nos microprocesseurs et autres. Le but de la compétition, c'est de mettre les jeunes en proximité de ces mentors, de ces héros en sciences et technologies. Et alentour d'un défi robotique, le robot est un prétexte, beaucoup plus dans ce contexte-là. Réaliser qu'ils peuvent être des stars ou d'être des vedettes en sciences et en technologie. Fait que je m'intéresse à toutes ces choses-là. Pour revenir à mon vecteur de recherche, à la base, moi, je me suis intéressé à l'intelligence. C'est ça qui a attiré ma curiosité et qui m'a poussé à aller en recherche. Comment rendre une machine intelligente? Il y a tous les aspects contrôle, mais on parle aussi d'émotion, d'intelligence émotionnelle, on parle de raisonnement, on parle de logique. Je trouvais ça fascinant. C'est ça qui a poussé ma recherche. Ma thèse porte sur ça. Puis mes recherches, en fin de compte, est toujours dans cet axe-là, mais dans l'optique de pouvoir répondre à des besoins et des problématiques concrètes. Fait que je vais du fondamental à l'appliquer de cette façon-là, sachant que quand j'applique quelque chose, ça va me donner un élément de solution, un morceau de casse-tête que je vais pouvoir ensuite mettre pour la partie plus fondamentale qui est comment rendre une machine intelligente. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit comme première diapo. En tout cas, on va vous parler de ce projet-là, le projet de Smart Téléprésence que j'ai appelé. Vous avez probablement reconnu le robot Beam. Vous en avez vu un tantôt en haut, il y avait quelqu'un qui se promenait en téléprésence. C'est l'équivalent d'un Skype sur roue, on va dire. Pour 2000 $ américains, vous avez accès à une plateforme qui vous permet d'être ailleurs et vous déplacer et vous interagir avec les personnes. Ça démontre une accessibilité économique. 2000 $, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on avait auparavant pour des robots comme ça, à 25 000 $ le robot. Par contre, ça manque
c'est insuffisant pour que les opérateurs, puis on parle de soins à domicile, qui utiliseraient cette plateforme-là, qui pourraient ou non connaître le domicile en question, c'est insuffisant pour eux autres pour qu'ils puissent seulement se concentrer sur la tâche et non téléopérer le robot. Téléopérer le robot, c'est bien amusant au début, mais à un moment donné, quand on veut faire quelque chose avec, bien, on aimerait ça que certaines fonctionnalités soient automatisées ou plus intelligentes. Donc, la solution est simple, on va rajouter de l'intelligence à ces plateformes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait comme ajustement, puis comment qu'on le fait? Un robot à domicile, ça a un avantage important parce que ça permet de donner une mobilité à des capteurs. Au lieu d'avoir à instrumenter tout le domicile, si on parle d'une personne qui revient d'une opération puis qui a besoin de, je ne sais pas, moi, d'assistance pour les 6 mois qui suivent, instrumenter un domicile, c'est quand même coûteux et lourd. Tandis que l'idée, là, c'est de prendre le robot, on l'amène dans le domicile et il doit arriver à rendre sa fonction de façon efficace. Donc tu es en train de dire, François, que vous faites l'évaluation de ce que coûterait l'installation d'un ancien appartement et ce que ça coûte un robot. Vous faites ces études-là, de comparaison? C'est pris en considération. Effectivement, moi, je suis... Ça, c'est l'autre chose. Je suis roboticien, je l'ai déclaré d'avance. Je ne suis pas un expert en analyse financière ou en management d'innovation qu'on appelle, ou un clinicien d'expérience. Donc, j'ai une équipe de chercheurs alentour de moi. Je joue mon rôle de... Moi, je fabrique le robot, puis je trouve des solutions technologiques à des problèmes réels. Ensuite, c'est testé avec les autres membres de mon équipe. Donc, moi, je représente un peu tous ces gens-là, mais oui, c'est critique. Puis c'est une des raisons pourquoi on a pris le BEAM dans ce projet-là, c'est qu'économiquement, il était accessible. Puis là, on s'est dit, il faut être capable d'augmenter ses capacités. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On a rajouté une Kinect que vous avez probablement reconnue. Donc, un capteur de 200-250 $ qui est très accessible et qui a un peu révolutionné ou donné une impulsion supplémentaire à la robotique parce que ça rend accessible une information qui est critique pour permettre au robot de naviguer de façon autonome. Puis là, on a développé des algorithmes qui permettent au robot de créer un environnement, de cartographier l'environnement en 3 dimensions, juste en se promenant dans l'environnement à partir des images et lui permettre d'éviter les obstacles, permettre éventuellement de se recharger de façon autonome. Il y en a une station de recharge avec le robot, mais il faut qu'il soit en avant et qu'on lui dise « t'es là » pour qu'il aille se recharger. Là, on est en mesure de cartographier l'environnement et diriger le robot dans la bonne direction. Faire des trajectoires autonomes. Être capable de dire « je suis au salon », de reconnaître que je suis au salon, je vais aller à la cuisine, juste dire « je vais aller à la cuisine », puis le robot part puis s'élance sans avoir à l'opérer. Ça, c'est un des objectifs qu'on a dans notre projet de recherche. La partie interaction, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a rajouté ce qu'on appelle une matrice de microphones. Donc, c'est 8 microphones qui permettent, parce qu'avec un seul microphone, on a beaucoup de difficultés à faire de la reconnaissance de parole avec un robot dans des environnements où il y a du bruit. Il faudrait que ça soit très silencieux, mais la réalité, dans la vraie vie, il y a toutes sortes de bruits. Donc, il faut être capable de les filtrer. Avec 8 microphones, on est capable de faire de la localisation, du suivi, puis ce qu'on appelle la séparation de sources sonores, c'est-à-dire extraire les sources de son, les individualiser pour un traitement plus efficace de la reconnaissance de parole. C'est ce qu'on met sur le robot. Le robot va être capable, quand il entend un son, de s'orienter automatiquement vers la source de son pour faciliter l'interaction au lieu que l'opérateur ait encore une fois à positionner le robot en face de la personne qui parle. Troisième élément, on se sert du robot pour la prise de signes vitaux. Je vais montrer un petit exemple tantôt, mais bref, sur la prochaine diapo, on a un écran sur le BEAM, on est capable de faire toutes sortes d'applications allant de la téléprésence, donc être capable de voir qui nous parle à distance, présenter des calendriers pour rappeler des rendez-vous, la partie assistance, ce qu'on appelle aussi du prompting, suivre une démarche avec la personne qui veut, par exemple, se faire à manger ou des choses comme ça. La partie sociale qu'on oublie, on veut que ça soit amusant, on veut créer des activités divertissantes pour les personnes. Donc, c'est très important. Le Remote Patient Monitoring, le suivi de patients à domicile, on va faire un petit exemple tantôt dans la vidéo. Le divertissement, la navigation, donc la cartographie que je parlais tantôt, et les aspects sécurité. Donc,
c'est tout ça qu'on veut prendre en considération. Si on passe à la prochaine planche. Avant peut-être, Oui. pour rester sur cette diapo et pour profiter aussi que Stéphanie soit présente, comment tu travailles au Québec avec justement les ressources en sciences sociales, en sciences humaines? J'imagine que toutes ces applications-là, tu les fais pas du laboratoire, tu vas en conditions réelles de vie des futurs utilisateurs. Est-ce que ça se passe avec des professionnels? Ce qu'on fait typiquement dans ce projet-là, qui est financé par un réseau de centres d'excellence sur le bien vieillir qui s'appelle AgeWell, dans l'équipe, on a une chercheuse qui est spécialiste en éthique et qui regarde les aspects acceptabilité d'une technologie comme ça par le biais d'entrevues, mais aussi par le biais d'activités avec les usagers. Dans le sens que là, ce qu'on se prépare à faire, c'est un 3 jours de Robot Camp, par exemple, où on va aller dans une résidence avec le robot. Et puis, on va permettre aux gens de jouer avec, on va les questionner avant par rapport à leur conception du robot, après avoir joué avec le robot. Parce que présentement, ce qu'il faut qu'on fasse quand on interviewe des gens, justement pour ce que les personnes pensent à préalable avec les science-fiction et toutes ces choses-là, il faut qu'on illustre par des vidéos qu'est-ce que les robots sont capables de faire pour montrer un peu, diriger, pas que ça soit un peu n'importe quoi. On a besoin de ces références-là. Donc, l'idée d'un camp de jour, là, pendant 3 jours, dans une résidence, avec l'ensemble des personnes, que ce soit les résidents, les soignants, les aidants, les visiteurs, comment qu'ils puissent percevoir les usages de la robotique, justement en milieu réel. Fait qu'on a des gens qui s'intéressent à ça. Moi, ces objets de recherche-là, ils m'intéressent, mais je ne suis pas en mesure de parce que moi, je suis un roboticien, encore une fois, je répète, c'est eux qui sont en mesure d'extraire de façon rigoureuse l'information. On a aussi une chercheuse en management d'innovation qui s'intéresse à l'écosystème puis à établir les barrières et les facilitateurs. Quand on parle de transférer des technologies dans le domaine de la santé, on parle aussi à traverser une administration, une bureaucratie, une réglementation qui est quand même lourde. Donc, comment y arriver? C'est d'autres questions de recherche qui sont regardées typiquement. Merci. Continue. Petit film, peut-être qu'il va fonctionner. Non, c'est le film. Il paraît qu'il fallait que je lève la main pour le film. Mais voilà. Oui, ça c'est un petit exemple de suivi de patients à domicile avec un acteur, un très mauvais acteur. Mais on est maintenant en mesure avec des dispositifs, ça dure 20 secondes. Des dispositifs sans fil, de prendre des mesures de rythme cardiaque, taux d'oxygène, le poids quand on embarque sur une balance de manière sans fil. Donc, technologiquement, c'est pas un problème. Puis on aimerait bien ça, être capable d'avoir accès à ces données-là. Par contre, quand on arrive justement dans les déploiements réels, parce qu'on déploie cette partie de technologie-là dans une résidence présentement, c'est une infirmière qui va venir prendre les signes vitaux de la personne. Et c'est essentiel pour l'infirmière de venir valider la lecture avant de la pousser dans le dossier patient électronique parce que le médecin, lui, est tenu responsable s'il y a des données à l'intérieur du dossier patient électronique qui mèneraient un diagnostic. S'il ne l'a pas pris en considération, bien, ça va lui tomber dessus. Il faut que les données soient validées. Quand on parle de suivi de patients à domicile, un robot de téléprésence permettrait ou viendrait assurer que les personnes qui prennent des mesures dans un domicile par eux-mêmes aient quand même une supervision externe pour valider la mesure avant qu'elle soit poussée dans le dossier patient électronique. C'est une condition qui ressort essentielle pour les médecins, puis qu'on ne pense pas nécessairement, mais technologiquement, on est là, on est capable de faire ces choses-là. Mais au niveau du processus, c'est très important de bien le comprendre. Alors je vais, avant de laisser la parole au public, je vais vous poser une dernière question. Pourquoi faut-il attendre d'avoir un prototype pour aller le tester auprès des utilisateurs? Pourquoi vous ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire avant de se poser la question de quelle technologie, et je pense que ce que Stéphanie appuiera dans ce sens-là, pourquoi vous n'allez pas, vous, en résidence-service ou en maison de retraite, prendre la température, c'est-à-dire, là c'est une forme, mais quand je dis ça, c'est vous rendre compte des problèmes et après revenir au laboratoire pour imaginer des solutions. C'est exactement ce qu'on fait, parce que la partie test en résidence, c'était juste sur la partie prise de mesure. Et puis, c'est en voyant ça que là, on peut dire au niveau du robot,
Parce que là, on est dans une résidence, il y a une infirmière, on est dans un environnement contrôlé. Juste le fait de prendre des mesures sans fil, c'est déjà un ajout important pour eux autres. Puis avec cette petite innovation-là, on a rencontré ces difficultés-là ou ces barrières qu'il faut absolument prendre en considération. Quand on se dit on va aller à domicile, ça va être nécessairement quelque chose à prendre en considération. Fait que c'est comme ça qu'on le transpose. Ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que ça nous donne une façon de procéder graduellement à augmenter l'intelligence du robot. Si on passe d'une téléprésence complète, le contrôle est sur l'opérateur. Tranquillement, on rajoute des fonctionnalités, l'intelligence de la machine augmente et son autonomie aussi. Éventuellement, on peut arriver à une autonomie complète, mais c'est en plaçant le robot dans le domicile que là, on découvre vraiment ce qui reste à développer. Puis pour nous autres, les roboticiens, c'est de l'or, parce que c'est vraiment des problématiques de recherche. Habituellement, c'est parce que la technologie n'est pas rendue là. Il faut arriver à résoudre le problème X quand on l'identifie. Puis ça nous donne des belles pistes pour faire l'avancement scientifique au niveau technologique. Bonjour, Hubert Tissot, directeur innovation senioriale, résidence pour seniors autonomes. Dans nos tests, depuis 3 ans, on teste Buddy et maintenant depuis peu Pepper. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'empathie qui se crée entre le robot et donc les résidents. Au vu de ce que vous avez montré, M. Michaud, le robot que vous avez choisi, il n'a pas une forme forcément très, on va dire, intéressante, type mascotte, ou voilà, qui peut un peu laisser aller vers de l'empathie. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou vous restez purement sur un aspect très fonctionnel ? En fait, on m'avait demandé une photo plus générale, puis j'avais donné, je ne sais pas ce qui est rendu, mais il y a une photo du BIM, puis il y a une photo de notre robot interactif humanoïde, donc avec visage et posture, dans laquelle on a développé des actionneurs qu'on dit élastiques, des actionneurs qui sont contrôlés en coupe. On est capable de prendre le robot par la main, de le pousser un peu partout sur le robot, capable de percevoir les forces de contact. Bref, ça, c'est notre plateforme de recherche. Qui ne sera pas commercialisé. Ça a coûté à peu près 150 à 200 000 $ à concevoir. Il y a un seul exemplaire. Il pèse pesant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déployer facilement, mais oui, on s'intéresse à toutes ces questions-là. Dans le cadre de AgeWell, le réseau de centres d'excellence, on nous demande de travailler 3 ans sur la partie recherche pour travailler ensuite à l'année 4, année 5, à une commercialisation. Et l'aspect prix, étant donné qu'on ne fabriquera pas le robot dans ce cas-là, on veut démontrer que ce qu'on est capable de développer sur des plateformes de recherche peut se porter sur n'importe quelle plateforme. Je n'ai pas montré les autres robots qui vont être utilisés avec les mêmes fonctionnalités, mais on a un robot de Crosswing Robotics qui est développé en Ontario, qui va servir dans les tests. Puis on a d'autres robots au laboratoire qui vont servir aussi. L'idée étant, l'intelligence de cette machine-là, on est capable de la porter sur différentes plateformes pour les applications en question. Merci François. Juste pour compléter, le coup d'après, est-ce que ce n'est pas des hologrammes ? Parce que là on parle de représentation physique. Est-ce qu'on ne serait pas sur ce genre de... Parce qu'on se pose la question quand on fait des workshops avec nos résidents. J'ai dit au début que j'étais roboticien. Tu es en train de lui casser son modèle. Je ne sais pas. Peut-être je vais refiler la question au designer à ma droite. Oui, Stéphanie, est-ce que vous avez une réaction ? La question de l'incarnation par le robot peut se poser à un moment donné, effectivement. Pourquoi pas un agent intelligent ou à un moment donné un assistant sur un smartphone, effectivement. Ou sur une tablette, ça peut se poser. Moi, je ne suis pas roboticienne, donc du coup, je n'ai pas les mêmes. Et ce que moi, je remarque, c'est que l'interaction physique, l'interaction avec un dispositif qui a un corps, est très différente de ce qu'on peut avoir avec un écran. Puis les gens réagissent mieux, puis il y a des études qui le confirment. Mais là, avec un hologramme... la première question, c'est la faisabilité, pour moi, là, qui rentre en ligne de compte. Étant donné que je ne connais pas trop comment faire ça, c'est pour ça que je dis je suis un roboticien, je me limite à ce que je connais, mais peut-être, si on est capable de projeter un peu n'importe où. Et puis peut-être aussi que les robots d'accompagnement qui sont déployés chez les gens auront dans l'avenir, en tout cas, une utilité physique réelle. Qu'elle soit dans l'interaction avec l'utilisateur, comme vous le décriviez, mais un contact physique dynamique, avec un mouvement et un échange en tout cas, et où vraiment rendre des services.
quotidien, comme soutenir la personne, la relever. Bon, voilà. Alors, c'est en devenir, hein, bien sûr, mais on peut penser que se déploieront ce type de service dans le futur. Très bon point. Puis en plus, pour revenir au point initial, le robot, ça donne une mobilité à des capteurs. C'est plus facile à déployer qu'un setup qui serait à installer dans le domicile. Peut-être pour faire un parallèle aussi, dans l'industrie, les robots qui sont utilisés sont très rapides, très puissants, très précis. Ils sont aussi très dangereux. Ils sont derrière des grilles. Cependant, actuellement dans l'industrie se développent plutôt ce qu'on appelle des cobots, des robots collaboratifs avec l'homme, c'est-à-dire qu'on pense plutôt à une tâche complexe d'ajustement où on va pas... Alors, ajuster une pièce dans l'avionique, par exemple, et la rifter, on a besoin d'un homme, en fait, dont c'est le métier, qui fait ça depuis longtemps et qui connaît tous les dangers, tout ça. Par contre, on n'a pas forcément besoin de l'homme pour soutenir la grosse personne. Donc peut-être, alors même c'est pas peut-être, hein, c'est vraiment une utilité. On utilise un robot qui va soutenir le poids, mais qui va se laisser déplacer par l'opérateur pour être positionné, et l'opérateur va vraiment prendre la décision physique, hein, avec une certaine, c'est pas forcément une intelligence comme pour jouer aux échecs, hein, mais en tout cas un savoir-faire qu'il va réinjecter et utiliser avec le robot. Et une grande difficulté là, c'est d'assurer une interaction physique cohérente avec la tâche et aussi sécurisée. Et loin s'en faut est le déploiement de ce genre de technologie dans les entreprises actuellement. Donc on n'en est vraiment pas là. Mais par contre, ça tend complètement à faire ça. Tout le monde, beaucoup d'entreprises s'y mettent. Dernière réaction et puis on va passer à la deuxième table ronde. Et ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'effectivement le robot il incarne aussi une présence. Et ça c'est important finalement, c'est de l'incarner par son mouvement, ses gestes, son comportement, et donc dans l'interaction, effectivement, ce qu'on ne peut pas avoir avec une interface ou un hologramme qui l'incarne pas physiquement. J'ai juste une question pour affiner là, au niveau donc de l'esthétisme et du design. Est-ce que volontairement vous vous fixez des limites quant à la ressemblance de l'humain? La question, si je l'affine un tout petit peu, quand on regarde la panoplie de robots qu'on a pu voir sur les slides ou même sur le showroom, bon, ils ont tous l'air d'un jouet en quelque sorte. Fait penser un petit peu aux voitures électriques qui étaient présentées dans les films de science-fiction ainsi que les robots dans les années 50, et on n'en est finalement pas très loin aujourd'hui, même si les voitures électriques aujourd'hui esthétiquement sont enfin des voitures qui ressemblent à quelque chose esthétiquement. Est-ce que pour les robots, on va être dans une démarche qui va être comparable? Aujourd'hui, on en est encore à l'état du jouet parce que la technologie est encore un véritable frein, et c'est toute la concentration finalement de l'intelligence et sur la technologie au détriment Je vous propose qu'on réponde à votre question. C'est parce qu'on a peu de temps, mais Stéphanie va répondre à votre question. En fait, tout dépend de l'étape à laquelle intervient le designer finalement. Si on lui demande d'intervenir une fois que finalement le robot a été pensé, effectivement, on va se retrouver par rapport à ce que les roboticiens ou les ingénieurs ont pensé, et donc on se retrouvera dans une coque esthétique en fait. Si les designers interviennent en amont et qu'il y a vraiment un travail interdisciplinaire et intersectoriel, effectivement on peut peut-être aboutir à des formes de robots au-delà de l'humanoïde ou du zoomorphe, des robots peut-être intégrés à l'environnement, des robots abstraits qui incarnent une forme de vie ou d'animation. On en parlait hier avec Olivier, peut-être plus abstraites, avec des formes de respiration, mais qui ne sont pas, par exemple, anthropomorphes. Voilà, donc tout dépend des étapes, j'allais dire, à laquelle on intervient en tant que designer. Merci Stéphanie, merci François et merci Olivier pour votre table ronde. On peut les applaudir.